Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sit and Talk, l'épisode 9 si je me trompe pas. Je vais prendre une petite seconde déjà pour vous remercier pour tous vos retours que vous me faites sur tous les épisodes qui sortent. Ça fait vraiment super plaisir et j'en profite aussi, je le dis en fin d'épisode d'habitude, mais là je le dis au début, n'oubliez pas de noter les podcasts sur les différentes plateformes où que vous écoutiez, c'est très important pour le référencement, très important pour moi et très important également pour les invités. Ouais, je profite également de cette intro pour faire une petite annonce. La saison 1 de Sit and Talk se termine en juin de cette année, mais il va y avoir une saison 2. Je suis en train de booker quelques invités pour la saison 2. Donc normalement, là, à l'heure où je tourne cet épisode, je suis à l'épisode 6. Il devrait y avoir 10 épisodes au total pour la saison 1 et 10 épisodes pour la saison 2. Donc voilà. L'intro est terminée. Place maintenant à notre invité qui est Dimitri Lamy. Salut Dim. Salut Nico, je te remercie de me recevoir déjà dans un premier temps. Merci à toi. Je vais te laisser te présenter en quelques secondes, déjà expliquer à nos chers internautes et nos chers auditeurs qui tu es, ce que tu fais dans la vie et voilà, ton parcours également. Ok, donc bon, voilà, l'ami Dimitri, j'ai 47 ans, je suis moi issu du sport, enfin voilà, j'ai fait, ça fait 27 ou 28 ans que je suis dans le milieu du sport, notamment... plus principalement au début le bodybuilding. Maintenant je me suis dirigé plutôt vers la remise en forme. Voilà. J'ai commencé à l'âge de 19 ans. J'ai un parcours un peu atypique parce que de toute façon comment dire, oui, j'ai un parcours atypique parce que moi j'ai commencé pour une raison simple, c'est qu'il fallait que je perde du poids. Okay. Voilà, donc ça n'a pas été facile au début. Après avoir fait des sports en équipe, etc., j'ai vu que les sports d'équipe, c'était pas pour moi de toute façon. Je n'arrivais pas à m'imprégner du truc. Et j'ai toujours été attiré par les physiques. Moi, à l'époque, c'était Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, les trois principaux. Et c'était des physiques qui m'attiraient et je voulais... pour moi, un homme devait être fort, en fait. Voilà. D'accord. Il devait être fort, musclé, enfin, voilà. Et tu recherches, et tu ne trouvais pas ça dans les sports collectifs que tu avais pratiqués ? Non, je ne retrouvais pas ça. Et puis vraiment, j'aime pas dépendre des autres. Voilà. D'accord. J'aime pas dépendre des autres. J'aimais pas ce côté collectif, justement. Si toi, tu es super en forme et que, par exemple, on prend l'exemple du foot, qui est le sport le plus connu, on est 11 sur le terrain. Si toi, tu es super en forme et que tu as la niaque et que tu veux tout casser et que tu as 3 collègues qui ont décidé de pas y aller, ben ça fout le bordel et tu gagnes pas. Et donc, finalement, c'est frustrant. Ouais. Parce que toi, tu as cette mentalité-là, peut-être, de vouloir toujours vaincre, toujours réussir, que peut-être les autres n'ont pas. Et c'est compliqué de mettre tout le monde sur le même niveau aussi. Mais c'est exactement ça. Moi, le bodybuilding, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, si on réussit, c'est grâce à nous-mêmes, et si on échoue, c'est grâce ou à cause de nous. Ouais. Voilà. C'est le parallèle avec des sports, tous les sports individuels. Puis pas seulement le sport, je pense que c'est la même chose dans plein d'autres domaines. Voilà, et puis je parlais de sport individuel, mais c'est pas vraiment non plus individuel parce que on retrouve les copains à la salle, il y a une ambiance aussi avec les collègues de la Fédé, on se téléphone, on se soutient. Ouais. Voilà, moi j'ai retrouvé vraiment dans ce sport-là, parce que c'est un sport avant tout, j'ai retrouvé vraiment ce côté, je dirais, plus convivial. Voilà, il n'y a pas de... Bon, il peut y avoir des rivalités, il peut y avoir des jalousies, bien c'est sûr. partout, forcément. Oui. Mais en réalité, il y a quand même un soutien entre les gars, quoi. Même avec les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui font ça. Et ça s'est beaucoup démocratisé au niveau féminin. Et je trouve ça cool. Ouais. Parce que ça permet... moi, en tout cas, ça m'a permis déjà, de perdre du poids, beaucoup. 43 kilos en l'espace d'un an. Ensuite, ça m'a permis... seulement un an ? Un an. Ok. Ouais. Donc, t'avais 18 ans à ce moment-là ? 19-20, ouais. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, cette perte de poids, je me suis intéressé au corps, je me suis intéressé à l'alimentation, je me suis intéressé aux compléments alimentaires, à l'entraînement, voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à œuvrer pour mon bien-être, en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, comment il s'est passé le déclic quand tu as eu ce process de perte du poids? C'était quoi ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est tout simple. Je suis allé avec un copain
On est allé, à l'époque, il y avait encore les trucs Pantashop. Alors je vais penser pour un vieux con, parce que Pantashop aujourd'hui ça n'existe plus. Mais c'est quoi l'équivalent aujourd'hui de Pantashop? Je sais pas du tout. C'est quoi, c'est un magasin? Ouais, c'est un magasin. Okay, ouais, genre qui habille. Ouais, voilà, une connerie comme ça, tu vois. Enfin bref. Et du coup, mon pote, on essaye des jeans et mon pote essaye un 38 ou 36, je sais plus. Enfin bref, et ça lui va nickel. Sauf que moi, j'ai été obligé de monter jusqu'au 48, quoi. Et bah ouais, 1m68, moi, ouais, à peu près en moyenne, et 104 kilos. Ah oui. Tu vois. Donc voilà, c'est pas très. Donc du coup, ça t'a mis vraiment un déclic. Ça m'a mis un coup. Et ensuite, quand je suis rentré chez moi, je suis allé dans la chambre de mes parents et ils avaient une grande armoire. Et sur cette armoire, il y avait un miroir. Et du coup, je me suis mis torse nu. Voilà, je me suis regardé de face, de profil. J'ai dit putain, mais je peux pas rester comme ça, quoi. Ouais. Et de là, dès le lendemain, j'ai mis un kawaii et je suis parti courir. Alors au début, ça a été compliqué. Et puis après, pendant un an, ça a été ma routine. J'ai changé mon alimentation. J'ai commencé le sport, donc la course à pied au début, parce qu'à l'époque, on entendait parler de muscu, mais bon, c'était surtout... Il n'y avait pas autant de salles de sport qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas tout ça. Ouais. Il n'y avait pas toutes les connaissances sur l'alimentation, il n'y avait pas toutes les connaissances sur l'entraînement, les compléments alimentaires, etc. Donc... je me suis pris par la main et puis allez, en avant. Et du coup, au bout d'un an, j'ai perdu 43 kilos. Ok. Voilà. Tout ça juste avec les peu de connaissances que tu avais sur... Tout ça avec où tu t'es informé sur le tas aussi. Alors, j'ai acheté... Ou alors, tu as pu te servir aussi de ton propre exemple comme modèle et expérimenter tel régime ou... Ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y avait les magazines. Notamment, il y avait Muscle Mag, Le Monde du Muscle, et puis d'autres. Et là-dedans, en fait, je trouvais une source de motivation parce que je voyais des physiques qui me plaisaient. D'accord. Et les gars parlaient de leur expérience, soit de régime, soit d'entraînement, soit d'alimentation. Et ça me permettait, en fait, d'avoir des infos comme ça. Ça a beaucoup évolué, ça aussi. Nous, on attendait, je me souviens qu'on on attendait le 27 ou le 28 de chaque mois pour avoir le magazine. En fait. Ouais, bah oui, bien sûr. On était comme des oufs et voilà. Et aujourd'hui, c'est de l'instantané. On veut un truc, on l'a tout de suite. Et à l'époque, on a même trop maintenant. Oui, trop. Voilà. Mais à l'époque, c'était vraiment... Voilà, c'était comme ça. Ah, l'information, c'était à toi d'aller la chercher, elle venait pas à toi directement, déjà. Non. Aussi. Non, il y avait ce process-là de vraiment vouloir l'info et d'aller au magasin, aller chercher ton magazine. On l'attendait vraiment, quoi. Tu vois, c'était vraiment le truc, putain, il est sorti, on y va, quoi. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je suis un peu nostalgique, moi, de cette époque. Ok. Tu vois, ouais, je peux comprendre. Parce que aujourd'hui, c'est tout de suite. Je trouve que ça casse quelque chose en fait dans la façon de mettre en place les choses pour soi. Tu vois, il faut que on est trop dans l'instantané, dans le partage et dans le paraître aussi. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup cette chose-là. On doit montrer une part de nous-mêmes sur les réseaux sociaux qui fait que ça perd un petit peu de ce côté naturel, je dirais. Authentique, ouais. Authentique, aussi. Tu vois, c'est vraiment ça le terme en fait. Ouais. C'est vraiment, ça manque d'authenticité. Ouais. Sur les réseaux, tout est beau, tout va bien, on fait une photo, la nana, elle est contorsionnée dans tous les sens pour montrer son cul. Voilà, les mecs, c'est pareil, la barbe bien faite, le truc, le machin. Non mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Tu vois, enfin, c'est vraiment la culture de l'image quoi. Et moi cette féminisation de l'homme, déjà, ça me sort par les yeux. Et aujourd'hui, les femmes tout est sexualisé, en fait. Ouais. Toi, ça a été complètement exacerbé. Aussi bien pour les mecs que pour les femmes. Ouais, mais carrément. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal, en fait. Ouais, bien sûr. Vois, et puis, pour moi, c'est un peu du voyeurisme. Tu vois, c'est un peu... on montre ce qu'on a mangé, on montre où on est parti en vacances, on montre... j'ai du mal avec ça. Je comprends pas. En fait, à l'époque, c'était réservé aux stars. Ouais. Tu vois, c'était réservé. Ouais, mais malgré elles.
Oui, mais malgré elles, et en plus, voilà, elles en souffraient finalement. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, Maintenant, tout le monde en joue, et maintenant, devenu, n'importe qui n'est pas une star peut faire bon, on divague un peu là, mais. Ouais, non, mais mais- c'est pas grave. Mais n'importe qui, qui n'est pas une star peut partager sa vie au C'est ça. quotidien. Et en vrai, on s'en fout. Bah ouais, c'est qu'il y a des choses que tu peux partager, des choses qui doivent Voilà, rester il y a des choses qui doivent rester dans l'intimité. personnelles, bien sûr. C'est ça. Voilà. Donc sinon, pour reprendre par rapport à l'entraînement, voilà, je me suis inspiré de ces gars-là, d'Arnold Schwarzenegger, de Stallone et Jean-Claude Van Damme. Ok. Voilà, c'est eux qui m'ont donné l'envie. Et à cette époque-là, dans ta tête, tu te disais un jour je deviendrai un peu comme eux, ou t'avais quoi comme mindset? J'avais envie, t'avais vraiment j'avais envie. C'était vraiment une source de motivation. Parce que quand tu étais un petit gros et qu'on s'est foutu de ta gueule jusqu'à la fin de l'adolescence, parce qu'il faut pas rêver, il y a plein de choses auxquelles t'as pas accès. Bah oui. D'accord. Déjà, premièrement, les copines, t'en as pas. Ouais. Voilà. Ensuite, tout le monde se fout de ta gueule parce que quand c'était à l'époque des mobylettes, quand tu montes derrière la mobylette, on te dit que la mobylette, elle va pas avancer. Quand tu oui, d'accord. Ok. quand tu vas à la plage, voilà. Mais en fait, le seul responsable de ça, c'était moi. Parce que je m'alimentais mal. Bien sûr. Voilà. Et puis, j'avais des activités physiques, mais c'était pas suivi. C'était pas. Voilà. Donc après, que les gens se foutent de ma gueule, c'est à moi d'assumer. Et comment tu le vivais, justement, ce regard des autres? Jusqu'à cette prise de conscience, ça me posait pas de problème. Déjà, pour recentrer ça, moi j'ai grandi en cité. Ouais. Voilà, donc en cité, c'est toujours un peu la surenchère, c'est toujours un peu, comme ils disent maintenant. Ou alors c'était une protection peut-être. C'est les clashs aussi un peu, tu vois, tout le temps. Donc voilà, et soit tu fais comprendre et tu fais en sorte que les autres ne viennent pas te faire chier tout le temps, ou alors tu deviens une victime, quoi. Ouais. Voilà. Et même si c'était pas une cité comme elles le sont aujourd'hui, mais enfin l'état d'esprit c'était quand même ça. Quoi, okay. Tu vois, si tu te laisses emmerder ou tu vas subir. Ouais, tu te fais bouffer en 2 secondes et c'est vite fait, quoi. Toi, voilà, c'est ça. Donc il y a eu quelques paires de baffes, quoi. Ok. Et après on me foutait la paix. Ok, ça roule. Donc, du coup, tu as eu cette perte de poids rapide quand même. 1 an. Et après, qu'est-ce qui s'en est suivi pour toi? Est-ce que tu as commencé à bosser quelque part ou tu as vraiment toujours eu cet esprit de rester dans le sport Alors, moi j'ai... là, ça c'est vraiment... mon père est décédé à cette période-là. D'accord. Donc j'ai dû arrêter l'école et commencer à travailler. Et le sport m'a beaucoup aidé. Je me suis réfugié là-dedans. D'accord, c'était une échappatoire pour toi. C'était un échappatoire complet. Et je me suis dédié à ça, je dirais, corps et âme. Quoi. Enfin, d'accord. C'est vraiment devenu une passion, même une passion dévorante. Après avoir perdu tout ce poids, je me reconnaissais pas. Parce que j'étais habitué à avoir une masse à traîner, même si c'était une marque graisseuse, j'avais quand même une masse à traîner. Ouais, bien sûr. Donc je me reconnaissais pas du tout. Il a fallu que tu apprennes un peu qui tu étais en fait. Exactement, tu te redécouvres, tu vois, et voilà. Ou alors tu te découvres tout simplement. Oui, tout simplement. Parce que il y a une part de maturité aussi qui a dû émerger à ce moment-là. Ouais. Prise de conscience sur beaucoup de choses. Et du coup, ça a été la salle quasiment quotidiennement, avec une alimentation en adéquation avec mes besoins 7 fois, parce que sur la période où j'ai perdu du poids, forcément, comme il n'y avait pas toutes ces infos sur l'alimentation, etc., j'ai fait des erreurs, je me suis sous-alimenté. D'accord. Voilà, donc j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de problème déjà d'abord de problèmes de santé, j'ai pas eu de problème au niveau de la peau, l'élasticité de la peau, etc. Donc voilà, parce que j'étais jeune aussi. Ouais. Et puis j'ai voulu me refaire un physique. Donc à partir de là, comme j'ai dit il y a peu de temps là, ça a été la salle quasiment quotidiennement, quoi. Okay. Et puis après les premières compétitions, donc ça c'était. C'était en parallèle de ton travail, du coup tu bossais. C'était en parallèle de mon travail. D'accord, ok. Donc t'allais au boulot, t'allais à la salle. Exactement. Et tu faisais, du coup, t'allais enchaîner sur les compètes. J'allais enchaîner sur les compètes. Ouais, à ce moment-là, j'ai rencontré des gens dans mon secteur qui se dédiaient à ça. Je me suis beaucoup inspiré d'eux. Voilà. Notamment, je m'en souviendrai de toute façon tout le temps. Sylvain Horter, qui est un athlète français qui m'a beaucoup aidé, je me suis beaucoup inspiré de lui. En fait, voilà, ce mec-là, j'adorais discuter avec lui. Okay.
je passais des après-midi, il me racontait ses compètes, ses trucs, ses régimes, machin, et puis tu t'asseyais et t'écoutais, quoi. D'accord. C'était une source d'inspiration pour toi. Ouais, et vraiment. ça t'aidait à faire plus dans tes programmes sportifs ou, Ah, ça me motivait. Ouais, ça te motivait Ça me vraiment. motivait. Ok. Et puis, fallait vraiment s'entraîner dur, quoi. Pour qu'il Bah t'accepte, en fait, t'étais accepté dans sa salle, mais pour vraiment rentrer dans son cercle intime, fallait vraiment montrer que t'avais envie, quoi. Et toi, t'avais besoin de ça, justement, Moi, cette j'avais besoin de acceptation de l'autre J'avais besoin de ça, Ok. et j'avais te envie stimuler. de ça. Ok, Plus que d'un besoin, j'avais envie de ça. d'accord. Voilà. Parce que avoir envie de quelque chose, c'est vraiment, c'est prégnant. Ouais, c'est profond, quoi. Ouais. Ok, ça roule. Et donc, du coup, tu bossais, tu m'as dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire La passion. ça en compète, vraiment la passion La ou, passion, ok. l'aboutissement. Parce qu'aller à la salle, c'est bien. Tu vois. C'était quoi? C'était du culturisme, vraiment? Ouais, bodybuilding. Bodybuilding, ouais. C'est ce qu'on appelle bodybuilding, et chez nous en France, le culturisme. Ouais. Oui, c'est la passion. Et puis c'est l'aboutissement. Aller à la salle tous les jours, ok, c'est bien. Mais Ouais, il te fallait un goal, un objectif tu vois, vraiment en tête. C'est un peu comme un mec qui va jouer au rugby toutes les semaines avec ses collègues et qui S'il n'y a pas match, s'il y a pas match le week-end, il n'y a aucun intérêt à se mettre des cartouches. Ok. Mais c'est ça, tu vois. Ouais. Il y a pas. En tout cas, même encore aujourd'hui, ma conception des choses, elle est comme ça. Moi, j'ai plein de copains qui vont à la salle pour s'entraîner et juste s'entraîner, qui n'ont pas idée et envie de faire des compétitions. Ouais. Mais Après, vraiment, c'est ok, il faut l'accepter aussi. Je l'accepte, il n'y a pas de problème, clair. tu vois. Mais putain. Toi, c'est pas ta conception. Moi, c'est pas ma conception du truc. Ok. Tu vois, et j'imagine que même si les périodes de régime sont très dures, mentalement, physiquement, et même familialement, putain, les mecs, année après année, ils vont à la salle tout le temps, sans jamais avoir un objectif, être focus sur quelque chose. Mais Ouais, parce que toi, c'est quelque chose qui vraiment qui t'anime au quotidien, donc t'as peut-être pas la même perception qu'eux. Eux, c'est peut-être juste un loisir, mais Ouais, ça s'arrête au loisir, ça va pas plus loin. ouais, j'imagine que Même s'ils ont la même niaque à pousser, à faire des pompes, j'en sais rien, mais même s'ils ont la même envie, la même détermination, ils ont pas le même objectif au final. c'est ça. Mais moi, je leur tire mon chapeau quand même. Bah ouais, c'est Tu clair, vois, parce qu'il faut avoir la motive aussi parce pour y que, aller tous les putain, jours. Toute l'année comme ça, taper dedans, et tu prépares un truc? Non. Ah, ok, et tu t'en... Ah ouais. Après, il y a aussi il y a des gens qui ont ce mindset-là aussi, qui font ça que pour eux et qui se disent, ok, moi je veux être in shape à 80 ans et je fais ça pour moi-même, tu vois. Ça, Ouais, ça mais peut être un objectif en soi aussi. Hein. Alors moi, ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. D'accord. Tu vois, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'entraîne, j'ai fini les compétitions. Ma dernière compétition, c'était en 2013. Ok. Voilà, et depuis, j'ai dit que j'arrêtais. Ça fait 10 ans maintenant, et j'ai arrêté parce que, en fait, je m'étais fixé des objectifs très rapidement. Pour moi, l'aboutissement, c'était d'aller en équipe de France et de participer à Monsieur Univers. D'accord. Voilà, peu importe la place, le classement. Enfin voilà, moi, je voulais participer à Monsieur Univers. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Après, c'est vrai que j'ai eu, après avoir fait ça, j'ai eu une petite baisse de motivation. Ouais, parce que tu as eu la sensation d'avoir tout accompli en fait. Voilà. Tout ce que tu avais en tête au final. Exactement. Ok. Et je me suis dit, bon. Et puis 2013, il y a eu un championnat d'Europe qui s'est fait en France, à Nice. Comme ça coûtait pas, c'était pas vraiment onéreux pour se déplacer, etc., je me suis dit, bon, allez, je vais aller tenter le truc. Donc j'y suis allé, j'ai gagné ma catégorie. Voilà. Et alors le niveau était bon, mais c'était pas fou. Ok. On va pas se voiler la face. Tu te sentais au-dessus Je me sentais au-dessus, et voilà. Mais alors quand je dis je me sentais au-dessus, c'est pas prétentieux, il n'y a aucune prétention là-dedans. Non, c'est sûr. juste que je remets les choses à leur... Ce sont des faits, tout simplement. Voilà, je remets les choses à leur place. Ouais, C'était pas sûr. le plus gros championnat d'Europe qu'il y a eu, en fait. Okay. Voilà. Et moi, j'étais là, j'ai gagné, voilà, c'est cool. Mais c'est pas ma compétition de référence, en fait. D'accord. Voilà. Pour moi, la compétition de référence que j'ai fait, ce serait plutôt les championnats de France 2008. Où là, en moins de 80 kilos, il y avait un vrai gros plateau d'athlètes, avec des athlètes très bons, très forts. Enfin, voilà. Là, j'ai fait 5e. Ok. Et là, oui, ça, c'est... Même, tu vois, j'ai pas gagné, j'ai fait 5e, mais ça... Mais le niveau était plus relevé. Voilà. Ok.
Donc, tu as peut-être plus de satisfaction d'être 5e sur un niveau très élevé Ah que oui, mais en premier tout cas, sur un niveau plus faible. moi, je préfère être dernier chez les meilleurs que premier chez les moins bons. Tu vois c'est vrai, c'est une bonne. Tu vois, ouais, en réalité, c'est ça le cas. carrément. Donc, du coup, tu as fait des compètes en parallèle de ton métier. Tu bossais toujours à côté Ouais, ou, je bossais toujours à côté. Tu faisais quoi comme métier? Je travaillais en zone militarisée. J'étais donc à l'Arsenal de Cherbourg. Je travaillais en 3-8. D'accord. Ah ouais, donc des horaires pas faciles. Des horaires pas faciles. Bon, après, le boulot, c'était pas le bagne, hein, mais bien sûr. il fallait quand même faire les horaires. Fallait s'adapter. Fallait s'adapter. Et puis voilà. Et puis, en parallèle à ça, le week-end, je travaillais en bar de nuit. D'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment une vie bien occupée. Une vie bien occupée. Et puis voilà. Et puis de toute façon, il fallait trouver le temps pour les entraînements. Il fallait trouver le temps pour les entraînements. Ouais. Fallait tout gérer. Il fallait gérer tout ça. Et puis j'avais pas le choix parce que je me suis retrouvé tout seul avec ma mère. Et voilà, donc à un moment donné, il faut bosser, quoi. Ma mère, elle ne pouvait pas subvenir toute seule à tous mes besoins. Non, bien sûr. Voilà. Puis après, tu étais quand même en âge de faire quelque chose de sa vie aussi. Exactement. Sinon, j'aurais fini comme tous les gars qui sont peut-être encore là-bas peut-être, ouais. avec leur RSA. Et voilà, tu vois. Mais c'était pas pour moi, ça. Et est-ce que, du coup, le sport, finalement, a été une source de motivation déjà dans la vie pour essayer de t'en sortir déjà, ne serait-ce que financièrement? Est-ce que ça a développé un certain mental d'acier de rien lâcher, toujours Oui, mais en fait, ça, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Tu vois? C'était en toi? Ouais, je pense. Parce que ça vient pas du jour au lendemain. Tu vois, il faut quand même une force de caractère, il faut quand même... il faut être surmotivé. Voilà. Déjà, il faut être surmotivé pour arriver à perdre 43 kilos. Ouais, déjà. Ensuite, il faut être aussi motivé pour arriver à se reconstruire un physique. Et aussi accepter, durant ces périodes-là, toutes les remarques qu'il puisse y avoir. Ouais, parce qu'on ne pense pas aussi au après, une fois que tu as perdu. Les gens, ils te reconnaissent plus. Les gens, ils te reconnaissent plus. plus. Tu disais tout à l'heure que toi-même, tu te reconnaissais pas, mais comment le regard des autres, il se passe à ce moment-là? Ça peut être intéressant aussi. Les gens te reconnaissent pas, ou alors les gens qui... Parce que tu dois avoir des regards, les mêmes personnes qui te regardaient avant en te pointant du doigt, te regardent après en mode... pour ceux qui nous écoutent, ils voient pas, mais on hausse les sourcils en mode waouh. Bah oui, t'as perdu plus de 40 kilos. Ouais. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même mec en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, métamorphose quoi. Je me souviens que j'ai croisé mon cousin dans la ville de Cherbourg, parce que c'est là où j'étais, et il m'a pas reconnu. C'est moi qui l'ai interpellé. Je lui dis oh putain. Ouais. Tu vois. Et donc voilà. Et bon, j'avoue qu'il était temps que j'arrête. Il était temps que j'arrête cette perte de poids. Ouais, parce que ça devenait trop après. Parce que ça devenait trop. Parce que c'est jusqu'au boutisme en fait. Tu vois, parce que c'était une perte de poids vraiment sèche ou tu te musclais en même temps? Ah non, mais je faisais que de la muscu en renfort musculaire à ce moment-là. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc en gros, ta graisse se transformait en muscle. Alors ça, c'est... Tu séchais et puis après j'ai puisais... J'ai séché, j'ai perdu du gras, beaucoup. Ouais. Et ensuite, pour me reconstruire, j'ai commencé à faire de la muscu. Ah d'accord. Voilà. Okay. Parce qu'il y a eu une bonne période de sèche quand même avant. Il y a eu une bonne période de sèche avant. Aujourd'hui, l'expérience aidant, je ne conseillerais pas aux gens de faire ça. D'accord. Voilà, il faut faire son cardio, sa bouffe et son entraînement de muscu. Ok. Parce que ça va aider, justement, la muscu va aider à brûler des calories. La muscu va aider à éviter une fonte musculaire. Déjà, c'est bien d'avoir cette approche-là et d'avoir fait, entre guillemets, cette erreur. Parce que maintenant, tu sais ce qu'il faut appliquer sur les personnes qui sont dans la même situation que toi où tu étais avant. C'est ça, parce que... et puis, il y a quand même une grosse part au niveau alimentation. Et, ouais, bien sûr. Et les compléments alimentaires sont aussi très importants à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a de la chance parce que ça s'est vachement amélioré à ce niveau-là. Puis on a du retour dessus. Voilà, au niveau des minéraux, des vitamines, etc. Et dans une phase de régime restrictif comme ça, c'est hyper important. Voilà. Et l'alimentation. L'alimentation, c'est la base de tout. On peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas l'alimentation en adéquation avec ses besoins, ça ne marchera pas. Ben non. Ah ouais, c'est clair. Il n'y a pas de secret de toute façon. Hein. C'est la bouffe. Ouais. C'est la bouffe. Comme on dit, moi je dis souvent ça, dans une Ferrari, tu mets pas de gasoil. Ouais. Tu vois? Et puis moi, il y a une phrase aussi que j'ai entendue une fois, c'est « on est ce qu'on mange ».
Oui. On est EST. Oui, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Alors je dirais que oui. Je sais pas si c'est une vérité absolue, mais... Le problème en fait, c'est qu'on n'a pas tous le même... déjà, on n'a pas tous le même métabolisme de base. Ouais. On n'a pas tous les mêmes activités. On n'a pas tous les mêmes activités. Parce qu'on peut très bien manger, 5000 calories dans la journée, mais les dépenser. Alors que quelqu'un qui mange 5000 calories, mais qui est le cul visé sur le canapé, c'est ça. Il va grossir, alors que l'autre, non. C'est exactement ça. Et ça dépend surtout... Alors, si tu manges 5000 calories dans la journée de bonnes sources, mais c'est presque infaisable. Ouais, enfin, c'est un exemple. C'est un exemple, mais c'est pour schématiser. C'est presque infaisable. Par contre, si tu veux 5000 calories en mangeant des produits industriels, etc., oui, là, ça va être du sucre, du gras, des graisses transformées, enfin voilà. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Mais le taux calorique, c'est pas ça qui va te donner un physique, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est vraiment la provenance des aliments. Et puis, on a des morphotypes différents. Il y a 3 morphotypes de base. Et par rapport à ces morphotypes-là, on adapte un entraînement, on adapte une diète, on adapte... Enfin, voilà, tu vois. D'accord. Du coup, on va essayer de retracer un petit peu le parcours aussi. Suite à ça, comment t'es devenu... parce qu'aujourd'hui, t'es devenu coach sportif, c'est ça? Comment t'es arrivé à devenir coach sportif? L'envie de partager. Ouais. L'envie de partager parce que pour moi, le sport, c'est ça avant toute chose, c'est du partage. Ouais. Et puis aussi pour mes connaissances personnelles, quoi. T'avais envie de transmettre ce que t'avais appris. Ouais. Et puis moi aussi pour m'enrichir de choses. Je suis allé passer mon premier degré à Fontainebleau, à l'Institut des sports militaires à Fontainebleau. J'ai passé mon premier degré ici et ensuite j'ai passé un CQP à Paris. D'accord. C'était quand ça à peu près 2007. D'accord. Okay. 2007 et le CQP 2014. D'accord. Donc c'était avant que tu arrêtes les compètes. Et le CQP c'était juste après. Juste après. D'accord. Et parce que la transmission c'est important. Ouais. Mais au-delà du diplôme, c'est tout un parcours en fait. Parce que je pense qu'on peut pas parler de choses qu'on n'a pas expérimentées. Bien sûr. Ouais, parce que je pense que le diplôme, c'est limite anecdotique. T'en as besoin pour pouvoir ouvrir ta salle, transmettre, tout ça. Enfin, c'est un papier. Mais le savoir, ça, c'est pas anecdotique. C'est pas quelque chose qu'on va te donner. C'est ça. C'est quelque chose que tu acquiers au fil des années. Oui, et puis on peut pas... Il n'y a rien qui vaut l'expérience, en fait. Bien sûr. Tu vois, tu peux sortir, être tout frais, tout rose, et sortir avec ton beau diplôme. Mais si t'as rien vécu. Mais c'est ça, et c'est pas ça qui va faire de toi un coach. Voilà. Et... moi, j'ai cette mentalité. Ouais, bien sûr. Après, c'est à double tranchant, je pense, parce que y a des coachs qui ont cette fibre en eux depuis toujours et qui sont coachs à 20 ans, 22 ans. Et qui peuvent très très bien coacher certaines personnes, puis ils ont toute la mentalité, tout le savoir, tout le recul nécessaire aussi. Ouais, mais donc ça veut dire que le mec, il est pour moi coach à 22 ans, il a déjà un parcours de sportif avant. Ouais, oui, bien sûr. Parce qu'en général, je pense que c'est lié quand même. Il y a tout un processus au niveau au niveau psychologique. Moi, j'ai eu ma salle. Enfin voilà. Et quand tu coaches les gens, c'est pas juste j'arrive, je te sors un programme, je te dis tu t'entraînes pendant une heure. Non, il y a vraiment un suivi derrière. Et il y a un suivi derrière. Et puis il y a surtout, faut prendre en compte que la personne, quand elle vient te voir, elle n'est pas dans les mêmes conditions jour après jour. Tu vois ce que je veux dire? Faut s'adapter à elle. Mentale, etc. Donc oui, voilà, la personne, il y a tout ça à prendre en compte. Tu vois, et puis, il faut... Parfois même, tu passes une séance où tu vas quasiment pas faire de sport. La personne, elle a besoin de... Tu vois, c'est ça aussi, être un coach. C'est pas... C'est être à l'écoute un peu. C'est être à l'écoute beaucoup. Il y a beaucoup de psychologie. Mais énormément. Ah ouais. Il y a énormément. Pour moi, c'est donc 100% psycho, 100% le sport et 100% après, forcément, quand tu coaches quelqu'un, il y a des liens qui se créent. Voilà, tu vois, donc il faut il faut aimer les gens pour être coach. Ouais, bien sûr. Ouais. Il faut pas les voir juste comme quelque chose de rentable. Ouais. Pour moi, quand j'avais ma salle, un bon adhérent, c'était un adhérent qui venait à la salle, qui allait transpirer dans ma salle et qui allait user mes machines. D'accord. Aujourd'hui, ou même à l'époque où j'avais ma salle, il y a certains dirigeants de salle, pour eux, un bon adhérent, c'est ce qu'on appelle un adhérent fantôme, en fait. C'est quelqu'un qui payait son abonnement et qui venait pas. Voilà, ça, c'est des super adhérents. Ah ouais. Voilà, mais moi, ça, c'est des adhérents qui m'intéressent pas, qui m'intéressaient pas. Parce que toi, t'as cette transmission en toi que t'as envie de donner. Tu vois, et moi, j'étais tout le temps à ma salle. Ouais. Le matin, j'arrivais à 8h30 jusqu'au soir, 21h. D'accord.
Tu vois, donc voilà. Et c'est vrai que des fois, si y en a un qui était trop longtemps sur son téléphone, j'allais le voir, je l'engueulais ou je lui mettais une claque derrière la tête et voilà. Parce que en fait, c'est ce que j'ai du mal. Il y a un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est que c'est un sport. C'est un sport à part entière. Les gens, quand ils viennent dans une salle de muscu, ils ont un objectif. L'objectif, souvent, c'est perdre de poids et prendre du muscle, ouais. ou prendre du poids et par là même prendre du muscle, ou alors se préparer pour un sport, une compète, pour une compétition, préparation physique. Okay. Donc à ce moment-là, tu peux pas être assis sur ton téléphone en train d'envoyer un texto je ne sais qui, ou te prendre en photo, ou tu vois. Et il n'y a que dans les salles de muscu que tu vois ça. Parce que moi, j'ai fait un peu de boxe, j'ai fait un peu de basket, j'ai fait un peu de foot. Oui. J'ai jamais vu tu quelqu'un... Tu vois pas le gardien de foot en train de se prendre un selfie en attendant c'est ça, salut les gars, aujourd'hui il fait beau, j'ai arrêté 15 buts, regardez ma parade, tout le monde va dire, mais qu'est-ce que tu fais quoi, en fait. C'est clair. Tu vois, et je comprends pas pourquoi dans les salles de muscu c'est comme ça. Parce que c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est ce que tu disais, tu l'as très bien dit, c'est un peu on sexualise tout et c'est du voyeurisme. Mais c'est ça. Je pense que les gens se voient aussi là-dedans, ils se voient comme des instruments, des objets qui doivent montrer en avant pour plaire déjà aux autres et pour, à travers le fait qu'ils plaisent aux autres, se plaire à soi-même. Tu vois, c'est un boost d'estime, je pense. Mais tu n'es rien si tu ne te plais pas à toi-même. Si tu ne t'aimes pas, c'est pas les autres, tu t'en fous des autres en fait. Que les autres ne t'aiment pas ou que tu ne plaises pas aux autres, c'est pas grave à partir du moment où toi t'es ok avec toi. Voilà. Tu vois, t'es ok avec toi, ça y est, t'es ok. Et ça revient à ce qu'on se disait la fois où on s'était vu la dernière fois aussi. Je vais resituer le contexte pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On a eu un premier entretien avec Dimitri pour parler de ce podcast-là, et je me souviens très bien que à l'époque on se disait, enfin je t'avais dit que moi je faisais beaucoup de sport chez moi à la maison, mais que je prenais jamais de photos. À part quand je vais courir ou quoi, je fais des petites stories vite fait, mais jamais je prends des photos de mes bras, de mes abdos, ça m'intéresse pas du tout de partager ça, parce que je le fais pour moi, tout simplement. Et je me rappelle qu'on a eu cette conversation-là et tu me disais exactement la même chose. Ouais. Et moi, c'est pareil, je te rejoins à 100% là-dessus, j'arrive pas à comprendre ça, quoi. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, parce qu'après, on va dire, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont dans la salle de sport, ils font leurs affaires, leurs trucs. Bah ouais. Et puis, déjà, alors ça, il faut que tout le monde soit bien au courant. Une salle de sport, c'est pas un lieu de rencontre. Enfin, c'est un lieu de rencontre, mais c'est pas Tinder. Il y a des gens, t'as l'impression que c'est ça, quoi. T'as l'impression que c'est ça. Et moi, les nanas qui venaient dans ma salle me disaient toujours, Dimitri, ici, c'est cool, parce qu'on n'est pas, on n'est pas emmerdé, on est à l'aise, en fait. Tu vois ? Ouais. Parce que les mecs se permettaient pas de faire tout et n'importe quoi. Tu vois, et ça, c'est pareil, ça, c'est un vrai problème. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et les gens, c'est ça que je voulais dire. Les gens te disent, ouais, mais la muscu, c'est pas pour moi. La muscu, c'est pas pour toi. Mais pourquoi ? Parce que la muscu, c'est adressé à tout le monde, en fait. Réellement. Je veux dire que n'importe quel âge, de 7 ans à 77 ans, et même plus, enfin 7 ans, j'exagère, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, tout le monde peut faire de la muscu. Bien sûr. Tout le monde peut faire de la muscu. Vraiment, tout le monde. Et ça marche sur tout le monde. Si ça ne marche pas, c'est parce que soit tu as un coach en bois, soit il y a un problème psychologique, un déclic qui n'a pas été fait. Il y a un truc qui n'a pas été fait, ou alors parce qu'à la salle, tu fais pas ce qu'il faut. Mais si à la salle, tu fais pas ce qu'il faut, c'est ta responsabilité. C'est pas la muscu qui marche pas. C'est toi qui ne fonctionne pas. Bien sûr. Tu vois, moi, je peux pas... avec mon parcours, c'est pas question qu'on me dise ça marche pas. Moi, je suis le petit gros qui habite en banlieue, j'en prends plein la gueule tous les jours, et finalement, j'arrive à partir en équipe de France et faire Monsieur Univers. Ouais. Et les magazines s'intéressent à moi et on fait pas des couvertures, mais des articles sur moi, etc., etc. Tu vois ? Donc, c'est un faux exemple. Enfin, c'est une fausse excuse, en fait, de dire ça marche pas. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Aujourd'hui, on a des excuses pour tout. C'est toujours la faute de l'autre. Ouais. Oh, non, à un moment donné, je veux dire, c'est pas la faute de l'autre. Non. L'autre, il y est pour rien, lui. Tu vois ? C'est psychologique. Hein, voilà. Sinon, après, par contre, voilà, t'as des salles où ils font pas le job, ils s'en foutent de leurs adhérents. Ouais. Ça, c'est vrai, ça existe. Mais voilà. On va faire une petite pause anecdote. Petite pause anecdote. Allez, une petite pause anecdote. Première anecdote de Dim. Première anecdote de Dim. Il y en a une qui me... J'y pense très souvent. J'ai été très surpris quand je suis arrivé aux États-Unis, au Gold Gym là-bas aux États-Unis. C'était au Gold Gym de Las Vegas. Et t'avais été faire quoi là-bas ?
Alors j'étais allé là-bas parce que il y avait il y a la plus grosse compétition au monde de bodybuilding qui s'appelle le Mister Olympia. D'accord. C'est un peu le Super Bowl ou la Coupe du monde de foot du bodybuilding. Okay. Et tous les meilleurs sont là. Il y a eu une expo de ouf avec des stands. Enfin bref. C'est ton Disneyland à toi. Ouais, voilà, c'était fou. Et en arrivant dans ce gym là. Je vois tous les gros, et les mecs, finalement, ça a été un peu particulier parce qu'en fait on était français, donc je sais pas, on était français, on parlait français, ils sont venus nous voir mais moi le gars, je lui ai dit mais c'est toi la star en fait, tu vois. Ah ouais. Et il me dit vous venez d'où? Alors on explique de France, machin, et je dis mais c'était James Flex Lewis, que j'ai revu quelques années après. Mais il était, il était super ouvert, abordable et tout, très gentil. Il y en a un autre qui est venu oser nous voir. On était en train de faire du cardio pour s'échauffer. C'est José Raymond, un athlète de ouf, qui est venu nous voir, qui est venu nous parler. Enfin, alors que moi, j'étais en plein kiff parce que j'étais là, je regardais partout. Les stars. Ouais, en gros, pour toi, c'était eux les stars. Et eux viennent nous voir parce qu'ils nous ont entendu parler français. Voilà, c'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Et ils étaient super contents qu'on soit là. Et on a partagé un vrai bon moment avec eux, tu vois. On a même poussé quelques bars ensemble, on a discuté. Et il n'y a pas cette barrière, je suis pro, je gagne ma vie avec ça. Avec toi, t'es amateur. Et voilà, toi, c'est vraiment... c'est ça que j'aime aussi dans ce sport. Ouais. Et c'était parce qu'eux, ils avaient aussi cette même mentalité, du coup. Ouais. Ils n'étaient pas, de ce qu'on disait tout à l'heure, le m'as-tu vu, Non, et puis... Ils n'avaient pas ça en tête, quoi. Pour eux, c'était plus que ça. ça. C'est souvent ceux qui n'ont rien fait qui ont besoin de se mettre en avant. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Quand t'as fait les choses, t'as fait les choses. Voilà. Et tu peux en parler par expérience. C'est ça. T'as pas besoin de t'inventer une vie, tu l'as fait. Ouais, bien sûr. T'as des gens, mais malheureusement, ils vont être prétentieux, ils vont être cons et pas du tout sympas parce ils ont une espèce de truc de frustration à la con qui sert à rien. Et tu vas pas pouvoir parler avec eux. Toi, ils vont pas sourire pendant l'entraînement, ils vont pas déconner, ou alors si jamais tu parles avec eux, ils vont tout ramener à eux. C'est ça. Ça va être. Et ça, c'est super fatigant. Ouais. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Je te jure, mais c'est fou parce que t'es dans le chaudron en fait, tu vois. T'es là où le bodybuilding est né et avec toutes les stars qui ont fait l'histoire du bodybuilding. Parce D'accord. Que le bodybuilding, ça peut se décliner sous toutes les formes qu'on veut, remise en forme, fitness, etc. Mais il ne reste pas moins que la base, c'est du bodybuilding. D'accord. Voilà, avec des gens qui ont créé ça, principalement les frères Vader. Qui ont créé l'IFBB, la Fédération internationale de bodybuilding. C'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui ont fait venir Arnold Schwarzenegger aux États-Unis. Ah d'accord. Voilà, parce que Arnold s'entraînait en Autriche et il a fait les championnats Monsieur Univers en Allemagne. D'accord, etc. il s'est fait repérer. Et il a été connu à ce moment-là. D'accord. Tu vois, il y avait d'autres mecs, alors je vais te donner des noms, mais enfin. Le Steve Reeves, Rec Park, Sergio Oliva et tout ça, c'était des mecs qui étaient déjà dans le milieu du bodybuilding. D'accord. Voilà. Et les frères Vader sont arrivés et ça a explosé avec un film qui s'appelle Pumping Iron, où dedans il y a Arnold, Lou Ferrigno, l'incroyable Hulk. Et voilà. Et en fait, ça a été vraiment là, ça a pris un tournant de fou. Ouais, parce que c'est devenu populaire et exactement. Tout le monde pouvait avoir accès à ce genre de. Exactement. Et tu vois, d'informations. Moi, ce que je regrette, c'est que les jeunes aujourd'hui, les gens qui ont passé ou qui passent le BPGEPS, on leur enseigne pas ça. Tu vois, il y a une histoire, il y a des gens qui ont fait l'histoire du bodybuilding, comme les gens ont fait l'histoire du football, de la boxe, tu vois. De la photo, de la vidéo. Exactement. Pareil, partout. Tous les domaines. Il y a une histoire dans tout. C'est dommage parce que je suis sûr, là, on va dans une salle, on demande à un mec qui sont les frères Vader, qui est Red Park, qui a fait les machines Nautilus, etc. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que, et puis clairement ils s'en foutent. Ouais. Parce que ce qui compte en fait, c'est ce qu'on va leur apprendre là à l'école, et on leur dit qu'ils vont pouvoir prendre 40 € de l'heure pour faire un coaching alors qu'ils viennent juste d'être diplômés. Ouais, et puis avoir des clients fantômes. Tu vois, voilà. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais, ok. Bon, je vais pas me faire des potes, mais c'est pas grave. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est ta vérité. C'est peut-être pas la vérité de tout le monde, mais c'est ta vérité. C'est ma vérité. Voilà. Et
Mais du coup, t'es coach depuis environ 10 ans, c'est ça ? À peu près. Ouais. À peu près. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans ton métier entre il y a 10 ans et aujourd'hui ? Je pense que, moi, personnellement, il y a 10 ans, je faisais pas beaucoup de sport. Je sais pas s'il y avait énormément de salles en France, peut-être moins que maintenant. Mais je pense que ça a dû bien évoluer. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité aussi ? Comment ça a évolué ce métier-là en France ? Alors, ce qui est bien, ce qui a fait du bien quand même, malgré tout, et je l'ai critiqué tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Ça a permis de démocratiser ça et ça s'est ouvert je dirais au grand public. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui veulent être en forme, qui veulent être musclés, voilà, tu vois, pas hypertrophiés de ouf, mais qui veulent avoir un corps athlétique, voilà, et ça c'est très bien, parce que je pense que d'abord, avant toute chose, c'est un gage de santé physique et mentale. Ouais. On est, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une société où il y a beaucoup de paraître. Donc le corps aujourd'hui, on est jugé aussi sur son apparence beaucoup. Ouais, bien sûr. Voilà. Oui, il y a une évolution dans la consommation de ce sport-là. Tu vois, il y a un business qui a explosé, c'est le business des compléments alimentaires. Ça a explosé. Aujourd'hui, nous, à l'époque, on avait une protéine, il n'y avait même pas de goût. Ah ouais. Maintenant, ouais, c'est vraiment du goût dans tout. T'as tous les goûts, pastèque, papaye, tout ce que tu veux. Les acides aminés qu'on mettait dans l'eau, c'est pareil, il n'y avait pas de goût. Aujourd'hui, tu trouves du truc Morito, rhum raisin, il y a une grosse évolution, quoi. Et mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc oui, là, à ce niveau-là, ça a beaucoup progressé. Et oui, et puis il y a de plus en plus de petites nanas, de petits jeunes, même des anciens qui viennent dans les salles de sport. Et ça, la démarche est bonne. Ouais. Tu vois, je trouve que la démarche est bonne. Maintenant, parce qu'il y a une prise de conscience aussi des personnes qui se disent, ok, comme toi, t'as eu très jeune, j'ai pas envie de finir un vieux croton à 80 balais. Non, parce que ça fait chier, quoi, tu vois. Moi, je pars du principe, c'est ma philosophie, c'est qu'on vit qu'une fois et que du coup, si on est en mauvaise santé, qu'on arrive à 30-40 ans et qu'on commence à avoir des dégradations du niveau du corps, parfois on n'y peut rien, mais parfois, et pour beaucoup de situations, on y est pour quelque chose. Oui. Donc le fait de ne pas se bouger, de ne pas se dépenser, de ne pas faire de muscu, de pas, ne serait-ce qu'aller courir, on n'est pas obligé forcément d'aller à la salle, mais ne serait-ce que se dépenser au moins. Effectivement, tu n'es pas obligé d'aller à la salle. Nous, ici, dans la région, on a de la chance d'avoir un bon climat à partir de là, bientôt un mois, jusqu'à fin octobre. Donc, on peut faire des activités tous les jours dehors, parce qu'il fait beau sur ces périodes-là, il fait super beau. On peut aller à la plage, on peut nager, on peut faire du vélo, on peut faire du surf, on peut faire du bateau. Peu importe que tu fasses de la muscu ou pas, tu vois. Le principal, c'est d'avoir une activité physique. Voilà. Peu importe ce que c'est d'avoir une activité physique. Mais ça, ce qui est bien, c'est que beaucoup de personnes maintenant en ont pris conscience. Oui. Je sais, j'ai pas vécu dans les années 60, 70, 80, mais je pense pas qu'il y ait autant de personnes à ces époques-là qui aient ces consciences-là aussi. Maintenant, c'est ancré dans les mœurs, c'est une conscience collective. Mais je te dis, tu vois, et pourtant je le critique et je suis pas fan des réseaux sociaux, mais c'est aussi grâce à ça. Ça a aidé à démocratiser le truc. C'est aussi grâce à ça. Voilà. Et les gens ont besoin de pouvoir s'inspirer des uns et des autres, ont besoin de pouvoir... voilà, et c'est hyper important. Et c'est pour ça que je te disais que le fait d'avoir envie de coacher les gens, c'est vraiment partager une expérience, partager un moment de vie avec eux. Moi, je m'en fous que le mec... il me donne de la thune ou pas de la... Tu vois, c'est voir son contentement. Le mec ou la nana, il dit « Oh putain, merci, ça me fait du bien. » Ouais, tu veux contribuer à son évolution, à son changement. Tu vois, quand j'avais la salle, tu me parlais d'anecdotes, mais je vais t'en faire une autre là, comme ça. Ah bah allez, tiens, anecdote numéro 2. Voilà. C'est arrivé que j'ai des clients qui me disent « Putain, Dim, ce mois-ci, tu vois, c'est juste. Donc, je vais pas venir m'entraîner. » Mais, ok, mais ça fait 2 ans que t'es là, 1 an. Tu vois, donc si tu viens pas pendant 1 mois, mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde que tu viennes pas à ma salle pendant 1 mois. Bah ouais, parce que tout le travail fourni en amont, sera perdu en gros. C'est pas grave, viens t'entraîner. Je m'en fous. Tu vois, viens t'entraîner. Tu vas pas rester chez toi pendant 1 mois à faire je sais pas quoi. Alors que même si toi, vous êtes 2, 3 à pas venir, ça va pas me faire couler ma boîte. Ouais. Tu vois, donc voilà. Toi, c'est pas la thune qui doit motiver les gens pour faire quelque chose. Non, c'est quelque chose de plus profond derrière. Il faut qu'il y ait un échange. Ça, oui, c'est bien sûr. sûr. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut que ça aille dans les 2 sens. Mais
comme tu dis, il faut que ce soit plus profond derrière. Ouais. Tu vois. Bah, faut vraiment avoir le sentiment d'être là pour accompagner les gens et pas pour leur prendre leur thune et vas-y, pousse ta fonte. Et c'est ça. Et aussi, je me suis vu refuser des gens à la salle parce que la question c'était qu'est-ce que tu vois, quand on me répondait moi je veux faire juste un peu de sport ou je dis écoute, viens pas chez moi. Ouais. Viens pas chez moi parce que tu vas pas trouver ton compte. Ok. Donc toi, chaque personne, chaque client, parce que c'est des clients quand même. Hein. Ouais, mais moi c'était même pas des clients, c'était mes gars et mes nanas. Ok. Tu vois, c'était pas mes clients, c'était mes gars et mes nanas. Et franchement, quand j'ai fermé la salle à cause du Covid, mais putain, ça m'a plombé quoi. Ouais. C'est parce que il y avait un truc identitaire à la salle où les gens, même encore aujourd'hui, j'ai des gens qui m'envoient des messages ou qui me téléphonent ou que je croise, qui me disent Dim, quand est-ce que tu refais quelque chose quoi. Et mais là il faut de la thune quoi. Ah bah ouais, ça c'est clair. Donc du coup on peut y venir du coup. T'avais ta structure, donc on resitue géographiquement, t'étais à Royan, c'est ça? Saint-Sulpice, ouais. Saint-Sulpice, à côté de Royan, ouais. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout, déjà juste pour situer, voilà. Déjà en Charente-Maritime. Et donc t'avais ta salle sur Royan, on va dire, et t'as été contraint de la fermer, c'est ça? Oui, avec le Covid, ouais. Ouais, ça t'a vraiment foutu une grosse claque. Ça m'a mis par terre. Ah ouais. J'avais des charges, j'avais des charges énormes. J'avais une surface de 600 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 5 mètres 50, je crois. Déjà, c'était au niveau énergie, c'était un gouffre. Ouais, bah ouais. Au niveau le loyer était très cher aussi. Ouais. Voilà. Et puis après. Un confinement, deux confinements, et les clients qui se désabonnent, les trucs, les loyers qui courent. Voilà, tu peux plus suivre, quoi. Voilà, tu vois, j'avais déjà eu des problèmes pour arriver au début à payer des loyers et tout ça, et après, avec la redondance, les abonnements et tout, ça a été. Mais putain, là... c'est un truc que personne n'a vu venir, au final. C'est un truc que personne n'a vu venir. Tu pouvais pas faire grand-chose. On l'a pris plein de gueule, quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Et là, quand t'es fermé... Parce que nous, on a fermé au mois de mars, on a réouvert au mois de juin. Avec des consignes... tout le monde se souvient. Voilà, je les ai pas faites, les consignes, marquage au sol, interdire les vestiaires, les trucs, c'est bon, ça va. J'ai rien marqué au sol. Les mecs, ils allaient dans le vestiaire, parce qu'à un moment donné, on va me dire, mais t'es un fou, mais bon, ça va, on peut pas faire le gendarme derrière tout le monde, quoi. Et puis, les gens peuvent pas nous voir comme ça, ils viennent de prendre 3 mois de confinement dans la gueule. Si en plus, quand ils viennent à la salle de sport... Ils se prennent des restrictions en plus. Mais c'est ça, c'est pas, autant pas ouvrir. Non, ouais. Tu vois. Et d'ailleurs, cet été-là, donc l'été 2020 a été pourri. A été pourri parce que les estivants... puis surtout, je pense que les gens, après avoir subi 3 mois de confinement, la seule chose qu'ils avaient envie de faire, c'était de partir en vacances, c'était pas aller à la salle. Et puis, tout le monde est parti un peu à droite à gauche parce que tout le monde avait besoin de souffler, quoi. J'avais foutu des trucs de gel hydroalcoolique partout, on avait des trucs de sopalin, il fallait nettoyer, des trucs, les gens, ça les saoulait, quoi. Enfin... Ça a saoulé tout le monde. Hein. Mais voilà. Et moi, j'aime pour moi, le sport, c'est la liberté, c'est la convivialité, le partage. Voilà, c'est ça. Okay. Et je me voyais pas, putain, les gars, non, toi, tu fais pas ça, toi, tu vas pas là, vous devez être à 1m50 les uns des autres. Enfin, mais. Non, ouais, t'es pas flic, quoi. Non, je suis pas flic. Et puis, putain, mais ça m'intéresse pas, cette mentalité-là. Bah ouais. Tu vois? C'était malheureux, mais pour survivre, entre guillemets, c'était quelque chose qu'il fallait faire, je pense. En réalité, alors j'ai subi, parce que je l'ai subi, la fermeture de la salle, parce que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je suis content que ce soit fermé, parce que même après les contraintes ont continué par rapport aux salles de sport, les restrictions, tout ça. Bah oui, on a eu d'autres vraiment, confinements. Véritablement, avec mon état d'esprit, etc., je ne me voyais pas continuer comme ça. Pour moi, c'était pas possible. Parce que c'est pas ça pour moi, c'est pas ça le sport. Voilà. Comment ça, c'est pas ça le sport? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, c'est pas les gens, ils ont, mettons, t'as passé une journée de merde. Ok, ton patron t'a fait chier. Ah oui, par rapport aux restrictions, tu veux dire? Et tu vas à la salle, tu vas retrouver les copains, tu vas être content. Ouais. Et là,
on te remet des trucs, tu te fais engueuler parce que t'as pas ta serviette, Ouais, tu ok. te fais engueuler parce que tu t'es pas essuyé les mains. Ouais, c'était le côté restriction qui te. Moi, ouais, je comprends. je pouvais plus. Et c'est vrai que j'ai essayé de chercher. Enfin, j'avais trouvé un autre local, même superficie, 2 fois moins cher. Et malheureusement, j'ai pris le 3e confinement. Ouais. Alors, on m'a dit fin du game. Voilà. Ouais. Et quand je dis on m'a dit, c'est ma comptable, ma banquière, et puis voilà, tout le reste autour. Mais ouais, je me voyais pas continuer avec toutes ces restrictions. Pour moi, c'était pas possible. Ouais. Du coup, ce que tu as fait, tu t'es recentré sur le coaching individuel, c'est ça? Alors, j'ai fermé ma salle. Ouais. Je me suis recentré sur la première chose qui pouvait arriver, c'était trouver un travail. Ok. Et oui, parce que j'avais plus rien. Bah Quand oui. tu fermes une société, que t'es patron, t'as plus rien, t'as pas d'aide, t'as pas de chômage, t'as rien. Mm. Donc j'ai un copain de la salle, un ami, Sylvain, qui me dit, écoute Dim, moi je travaille là, il y a un gars qui s'en va, est-ce que ça te dit? Voilà. Je dis, bah écoute, j'en sais rien si ça me dit, moi. De toute façon, il faut que je bosse. Bah oui. Donc voilà. Il me dit, ben, on fait un entretien, tu passes CV, lettre de motivation. Je dis, allez, banco. Et Sylvain, ben, je lui dis merci parce que ça fait 3 ans que je suis là-bas. Et j'y suis très bien. Et ça me permet de faire mon sport, et ça me permet d'avoir du temps, et ça me permet aussi d'avoir des coachings, et ça me permet de développer quelque chose. Ça me permet aussi de remettre quelque chose en place avec du coaching en ligne, etc. D'accord. Parce que je veux vraiment, cette fois, m'orienter vers le coaching en ligne. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui... Il y a une demande à ce niveau-là. Il y a une demande, et puis il y a des gens... il y a des gens qui me connaissent pas, il y a des gens qui ont... Alors, je suis pas le sauveur, hein, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y a des gens... j'ai une façon de faire qui est la mienne, et j'ai une façon... ma gueule peut donner envie à certains, ou pas à d'autres. Ouais. Mais, à chaque fois que j'ai coaché quelqu'un, la personne a eu les résultats escomptés. Ok. Voilà. Je me suis jamais loupé. Parce que toi, tu considères vraiment la personne était à l'écoute. Oui. Tu soignes ton programme, tu soignes enfin tout ce que tu dois. Alors, en fait, c'est un accompagnement complet c'est un accompagnement que tu proposes. complet. Voilà. Je sais pas faire un programme. Ok. D'accord. Je sais pas faire un programme parce que pour moi, il y a rien de pire que ça. Je sais pas faire un programme. Pour toi, Parce que c'est faire c'est restrictif un programme. C'est restrictif. Et en plus, quand tu fais un programme, en fait, comment je pourrais dire ça? Pour moi, tu t'investis pas. D'accord. Quand tu fais du présentiel, attention. Quand tu fais du présentiel, la personne, tu dois pas lui donner un programme. La personne, elle arrive à la salle, ou elle arrive dans le lieu où elle se fait coacher. Tu dois être avec elle pendant 1 heure. Ok. Je veux dire, tu peux pas lui donner la même chose à faire. C'est peut-être pour ça semaine que après semaine, et voilà. c'est peut-être pour ça que le coaching individuel finalement correspond mieux à ta manière d'enseigner aussi. Ouais. Ouais. Parce que si jamais il y a 30 personnes, admettons, qui viennent dans ta salle en même temps, tu pourras pas être présent pour les 30 personnes. Alors, quand il y a 30 personnes qui viennent dans un endroit faire du sport, t'es plus coach, t'es animateur. Voilà. La nuance, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, j'entends parler de coach fitness en cours collectif. Non, ils sont pas coachs. Oui. Au mieux, ils sont animateurs. Genre Géo à Center Park. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est pas des coachs, ça. Ouais. Okay. Un coach, c'est quelqu'un que tu vas venir voir, tu vas dire, voilà, moi aujourd'hui, j'en suis là. J'ai cette date-là comme date butoir pour mon objectif. Et le coach, déjà, lui, par rapport à ça, il va devoir procéder par étapes. Voilà, faire du court, du moyen et du long terme. Ok, bah oui. D'accord. Et c'est au coach, c'est le coach qui doit s'adapter à toi. C'est pas toi qui dois t'adapter au coach, c'est le coach qui doit s'adapter à toi. À ton Et avancement, voilà. à ton rythme, en fait. Il doit tout prendre en considération. Ok. Absolument tout. Aujourd'hui, malheureusement, 30 personnes dans une même pièce à faire du sport, ce n'est pas du coaching. Ouais. Et du coup, les gens qui vont à la salle, moi, c'est con, je fais beaucoup de sport, tu vois, mais j'ai jamais foutu les pieds dans une salle de sport. Jamais de ma vie. Et je pense que je le ferai jamais. Je sais pas de quoi le futur est fait, mais je pense que je le ferai jamais. Parce que ça m'intéresse pas. Mais ce que je me pose comme question, c'est comment les gens qui vont à la salle savent quel programme il faut suivre ou quel entraînement il faut faire. Ils le savent pas. Ils le savent pas. C'est Oui, ça le ils truc. le Donc ils savent sont pas, pas suivis par des coachs. Mais ils sont pas suivis par des coachs. Et ils payent un abonnement avec des coachs sportifs dans des salles de sport pour au final ne pas se faire coacher. C'est ça. Ou s'ils se font coacher, ils sont mal coachés.
Bah ouais. Voilà. C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Et c'est pour ça que les gens ne restent pas. Et c'est pour ça que les gens. Parce qu'il y en a, ils font toujours les mêmes programmes, tu les vois soulever des 120, 150 kilos soulevés de terre, je sais pas quoi, développé couché. Mais ça, c'est parce que. Aujourd'hui, je pense que dans ce milieu-là, à part pour quelques personnes, on manque de professionnalisation. Voilà. De professionnalisation et de mecs passionnés. De mecs qui ont envie de transmettre quelque chose. Voilà. Déjà, quand tu rentres dans une salle, ce que tu dois regarder, c'est le matos, comment il est entretenu. Tu vois, première chose. Est-ce que c'est du bon matos? Est-ce que voilà, parce que c'est pas déjà ça, la qualité du matériel. Ensuite, la façon dont le mec va te parler. Alors moi, je suis pas du tout commercial. Je pense que tout le monde le sait. J'ai pas les formulations, les rondes jambes. Tu vois, t'es brut quoi. Je suis comme je suis. Voilà. Ouais, mais c'est bien. Mais je trouve que c'est une qualité. Mais au moins, on sait où on va. Quoi. Ouais. Tu vois. Il n'y a pas de non-dit. Je dis les choses. Direct. Non, je mais dis les choses. Okay. Alors des fois, on me dit Dim. Je dis bah ouais, mais bon, on va pas le mettre dans du coton quoi. Tu vois, si tu veux ça, il faut que tu fasses ça. C'est facile. Tu vois. Et voilà, c'est vraiment un truc qui me déplaît là-dedans, tout ce qui est, je dirais, commercial autour. Tu vois, le côté business. On peut pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas sortir. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu ça et je sais que ça se fait encore. Tu vas dans une salle, on te dit je vais te filer un programme. Mais le programme, putain, on l'a déjà filé aux 30 gus qui sont là avant toi. C'est un PDF qui a été imprimé. Exactement. Et on me dit que le mec, il est coach. Mais non, le mec, il est pas coach. Il est tout sauf coach, le gars, tu vois. Et voilà. Et ça fait partie des arnaques des salles de sport. Ouais. Et malheureusement, c'est comme ça. Et on fait encore... Il y a encore des trucs de fou. On te dit qu'une nana ne doit pas porter des poids lourds. On te dit qu'un mec doit s'entraîner lourd. Mais non. Une femme peut s'entraîner comme un homme sur certains mouvements et sur certains groupes musculaires, et un homme peut faire des mouvements qu'une nana va faire. Ça dépend des objectifs de chacun. Exactement. Et puis la progression passe par là aussi. Bah ouais, bien sûr. Tu vois, une femme génétiquement, elle est pas faite, elle est pas faite différemment d'un homme. Et au niveau hormonal, elle peut travailler dur et lourd. Elle ne va pas devenir un homme. Tu vois ? Oui. Ah bah c'est clair. Donc voilà, il faut. S'il y a une différence, il faut l'accepter. Il faut pas essayer de ressembler à autre chose. Il faut arrêter ce délire de les nanas, vous faites des cours collectifs et puis un peu de vélo. Vas-y, mets-toi sur le tapis, le rameur, puis sur des squats. Ouais, non, mais tu sais, développer épaule. Ah non, pas trop, parce que non, mais. La nana, elle vient pour se construire un physique. Elle vient pas pour être la quinquagénaire avec les bigoudis, quoi. Tu vois, elle vient pour faire du sport. Ah, ok. J'ai rien contre les quinquagénaires. J'y arrive aussi, moi. Mon petit anti-sèche. Okay. J'ai prévu un jeu. Alors, pour celles et ceux qui connaissent déjà le podcast, vous savez que j'aime bien faire des petits jeux pour en savoir un petit peu plus sur les invités. Ce jeu-là, c'est un jeu inédit que j'ai jamais fait encore. Je vais te poser des questions. Tu vas devoir répondre l'inverse de ce que tu penses. Oh putain, dur. Ça va ? Ouais. Non, déjà, tu t'es trompé. Ou alors, même si ça va pas, je sais pas. Non, ça va pas. Ok. T'es content d'être ici ? Pas du tout. Est-ce que t'aimes le café ? Non. T'es droitier ou gaucher ? Gaucher. C'est quoi ton plat préféré ? Le poisson. Ah, t'aimes pas le poisson ? Non. Justement, ça peut permettre de débattre un peu sur certains trucs. Ta couleur préférée ? Le jaune. Qu'est-ce que tu penses des coachs sportifs dans les salles de sport ? Ils sont tous bons. Ça va, t'es doué à ce jeu. Ouais. Ta chanson préférée, c'est quoi ? Ma chanson préférée, je la connais, je l'ai là, mais... Pascal Obispo, voilà. J'adore Pascal Obispo. C'est vrai ? Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux ? C'est top. C'est vrai, t'aimes bien ? Ah ouais. Tu kiffes ça ? Je kiffe ça. Ouais, t'es ultra présent en plus. Je suis super présent, et puis en plus, ce qui me fait plaisir, c'est de voir tout cet étalage de vie privée des uns des autres. Ah, j'adore. C'est trop bien. Hein. Génial. C'est vrai que c'est enrichissant de connaître ce que les gens mangent. Font. Ouais. Voilà. Non, mais ça, c'est top, hein, j'adore. Ok.
Qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité, pardon? Pareil, j'adore. Ouais, c'est vrai, Ouais, tu kiffes. je kiffe. C'est en lien avec les réseaux sociaux. Hein. C'est en lien avec les réseaux sociaux. Et puis j'aime, tu vois, on sent qu'il y a de la profondeur dans le truc. Tu vois, on sent tout de suite que les gens, ils ont fait des études, ils sont câblés, complets, quoi. Qu'est-ce que tu penses des régimes végétariens, véganes? J'adore. Moi, je conseille que ça. C'est vrai? Ouais, et vraiment, c'est super parce que déjà, la bouffe végane, Bah, t'as pas de carence, quoi. t'as pas de carence. Et c'est assimilable direct, les protéines, c'est top. Enfin, vraiment top. Ok. Trop bien. C'est bête, j'ai pas d'autres questions. Mais au moins, t'as bien géré Merci. le petit jeu. Moi, ça change. Hein. Ouais, J'espère ça que change, les gens c'est très bien. kiffent. Non, mais c'est très bien. C'est que, on va dire que je suis un gros beauf qui fait des barbecues. Tu vois. Non, mais après, c'est juste pour apporter un petit peu de légèreté au concept. Voilà. Du coup, ouais, alimentation. Ouais, C'est un gros chapitre aussi hein, quand on. c'est 100%. C'est 100%. Comment t'arrives à adapter? Comment adapter un régime alimentaire à quelqu'un? Ouais, voilà. Comment lui faire adopter ça, quoi. Connaître ses dépenses journalières, donc en lui posant des questions. Voilà. Et aussi, je m'intéresse beaucoup aux groupes sanguins. D'accord. Voilà, Parce que c'est une importance. Ça a une importance. Alors, ça fait pas 100% du job, mais ça aide beaucoup. Voilà. D'accord, je savais pas. Ok. Comme on sait, on est groupe O, A ou B. Ouais. Parfois, il y a des trucs un peu bâtards, AB, enfin voilà. Mais dans les grandes lignes, ouais, c'est intéressant d'avoir le groupe sanguin des gens. Et puis, c'est aussi intéressant de voir leur habitude alimentaire avant qu'ils commencent le sport, Ouais. etc. Parce que la bouffe, c'est l'intime de la personne, finalement. Tu as des gens qui psychologiquement ont besoin de ça parce que ça va rassurer. Parce que peut-être que connement c'est un truc dans l'enfance que leur mère ou leur grand-mère préparait et ça leur rappelle des trucs. Ouais, tu vois, petite Madeleine de Proust. Voilà, Ok. ouais, exactement. Ou quand t'es pas très bien, t'as tendance à aller vers du sucré parce que ça adoucit, ça fait du bien. Enfin voilà. Et on remarque souvent sur les périodes de prise de poids. Alors ça peut aussi être une perte de poids, mais enfin bon, sur les périodes de prise de poids, c'est là où les gens, dans leur vie, ils ont subi un stress, ils ont subi quelque chose qui n'était pas cool, quoi. Ouais. Et ils se sont majoritairement réfugiés dans la bouffe, et là, ça explose, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je m'intéresse à tout ça. Et puis, Ouais, tu t'intéresses pas seulement aux faits, tu t'intéresses aussi à la psychologie derrière ce fait-là. Quoi. Oui, Ok. oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du conseil. En fait, quand je donne quelque chose, enfin quand je conseille quelque chose, je suis toujours prêt à me remettre en question. C'est-à-dire que ce que je te dis, faut pas le prendre 100% pour acquis. Enfin, tu vois, j'ai pas 100% raison dans ce que je dis parce que les choses évoluent toujours. D'accord. Voilà. Je raconte pas de conneries aux gens, hein, ça c'est sûr. Mais il faut toujours être prêt à se remettre en question parce que les choses changent. Peuvent évoluer, ouais. Voilà. C'est pas peuvent, les choses Évoluent. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que parallèlement à ça, tu peux avoir affaire à des gens qui ont du mal à suivre leur programme d'entraînement ou alors leur programme nutritionnel? Oui. Et du coup, comment tu arrives à gérer? Parce que si, c'est quand même pas un problème, mais c'est beaucoup lié à la psychologie des gens. Et comme tu l'as dit, il peut y avoir plusieurs événements qui peuvent arriver dans une vie, qui peuvent te faire prendre du poids, te faire perdre du poids, tout ça. Et pendant que certaines personnes sont dans un process de coaching, de développement pour gagner du muscle, perdre du poids, tout ça, si jamais quelque chose leur arrive et que ils se mettent à mal suivre leur programme, comment réagir face à ça? Alors déjà, ça vient pas d'un coup. Ouais, ça se met en place petit à petit. La personne, il y a des comportements. Elle est fatiguée. Elle a forcément moins d'entrain. Elle est pensive. Ouais. Elle est en retard alors qu'elle n'y était jamais. Ok. Elle a un empêchement. Ça arrive une fois, mais pas 3-4, quoi, tu vois. Voilà. Et puis, je laisse les choses faire, parce qu'on doit toujours laisser une seconde chance. Bah, bien sûr. Tu vois. Et puis, une fois que ça m'a un peu trop saoulé, ce soir-là ou cette journée-là, on s'entraîne pas et on se parle franchement. Ok. Voilà.
Communication. Ouais, communication, parce qu'on n'est pas des enfants, on doit assumer et s'assumer. Et surtout, moi, je me dois d'être honnête et la personne en face moi se doit d'être honnête aussi. Ok. Voilà. Donc, on pose carte sur table et on y va. Quoi. C'est un gros travail de psychologie, en fait. C'est un gros travail de psychologie, et puis quand c'est comme ça, j'appuie là où ça fait mal. Quoi. D'accord. Peu importe la personne, si elle pleure, ou voilà, mais en tout cas, même si elle pleure, c'est très bien, c'est très bon signe, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évacuer. Ouais. Voilà. C'est déjà arrivé plein de fois. Moi-même, dans les compétitions, dans les régimes, ça m'est arrivé. Ah ouais. Ouais. De te remettre toi-même en question. De me remettre en question, et puis de m'écrouler en larmes parce que la fatigue, parce que j'en peux plus, parce que ça me fait chier, quoi. Ah ouais. Ah oui. Ouais, t'es au bout de ta vie. Ah, t'es au bout de ta vie. C'est voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'après t'y retournes? La motivation. Ouais. Tu retrouves cette motivation, Ouais, mais comment tu la retrouves? ouais, parce qu'une fois que t'as posé ce qui va pas, qu'est-ce que tu fais? C'est soit tu restes au fond du trou, ou soit t'avances. Ouais. Et il faut avancer. Et puis t'as pris des engagements envers les gens. Tu vois? C'est con, mais quand t'as pris un engagement envers quelqu'un, tu dois de le respecter. Bah ouais, parce que sinon après tu te fais plus respecter toi-même. Je vois. T'es acteur aussi? Alors ça, je suis acteur. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne, ça. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est un truc qui me passionne, et ça depuis toujours. Je te parlais tout à l'heure de mes références en muscu, mais c'est aussi mes références en cinéma. Donc Stallone et Van Damme, principalement Stallone et Van Damme, parce que je suis pas super fan de Schwarzy. Ok. Voilà, mais c'est vraiment ces deux-là. Et vraiment, j'aime aussi le cinéma de l'époque de Gabin, Lino, D'accord. Bernard Blier, tout ça. Toute cette époque-là, pour moi, c'est vraiment le vrai cinoche français. D'accord. Les dialogues d'Audiard, ça me fait kiffer, j'adore ça. Et les mecs étaient très charismatiques. Ouais. J'adore. Et donc oui, le cinéma, ouais, c'est. Alors je me suis lancé là-dedans grâce à un ami commun, Max. Épisode 4, regardez-le s'il vous plaît. Voilà, épisode 4, Max. Et il m'a démarché, si on peut dire ça comme ça. Il est venu me voir pour un rôle dans un truc, le Panda, enfin voilà. Et je dis bon, ok. Et t'avais jamais fait de. Jamais, mais c'est un truc qui m'intéresse depuis vraiment toujours. Je voyais des copains dans le milieu du body qui faisaient soit des pubs, soit des petites apparitions dans les films. Ouais, toi tu voyais ça un petit peu de loin et ouais. tu t'es dit dans un coin de ta tête, ouais. peut-être un jour moi aussi, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, comment t'as préparé est-ce que t'as suivi une préparation mentale ou t'y allais vraiment comme ça? Non, j'ai rien suivi du tout. J'y suis allé comme ça. En fait, je suis quelqu'un de très naturel. Ouais. Tu vois, donc je me force pas à faire les choses. Ouais, sinon c'est pas toi. Sinon c'est pas moi. Et puis ça me fait chier, ça m'amuse pas. Et voilà. Il faut que je m'amuse quand je fais quelque chose. Si ça commence à me fatiguer, j'arrête. Ouais. Voilà. Et là. Mais j'ai pris des barres de rire, j'ai fait péter les plombs à Mac, quoi, parce que je sais, j'étais là. Voilà. Déjà d'abord j'étais super content d'être là, et puis c'est vrai que quand tu tournes un truc comme ça, il y a pas mal de, alors je sais pas si c'est du stress, mais enfin moi j'ai besoin de faire le con pour évacuer la pression, et puis après être bien dans ce que je fais, parce que j'ai pas la prétention d'être bon, mais en tout cas de donner le meilleur que je puisse donner à ce moment-là, voilà. Et ça m'a valu des engueulades, et ça m'a valu quasiment des coups de pied dans le cul. C'est pas grave, on s'en fout, ça fait partie du jeu, tu vois. Ouais. Et alors j'appelle Max des fois, je dis mais Max, putain c'est trop long. Ça va pas assez vite. Quand est-ce qu'on tourne? Quand est-ce qu'on fait ça? Et machin. Parce que je suis comme ça. Ouais. Tu vois, et j'aimerais qu'il y ait toujours un truc sur le feu et qu'on. L'épisode Roger qu'on a tourné ensemble, parce que j'ai eu la chance de faire ça aussi, tu vois. J'ai passé un mot à Max. Je me dis putain, mais Max, qu'est-ce que ça donne? On en est où? Je vois ça défiler sur les réseaux et nous non, machin. Ouais, parce que c'était pour un festival, donc du coup on a mis du temps à le sortir. Mais voilà, je suis comme ça parce que ça me passionne en fait. Ouais. Alors des fois j'ai envie de tout envoyer chier, d'arrêter parce que c'est long, parce que voilà. Et puis on me met un petit coup de pompe dans le cul et on me dit allez Dim, allez je repars quoi, tu vois. Bah oui, forcément. Mais c'est ça, le ciné, la vidéo, mais moi c'est un domaine que je connais pas. Bah ouais, mais c'est un domaine qui est en soi long déjà. Voilà, un tournage ça se prépare, c'est très très long. C'est ça, et c'est avec ça que j'ai le plus de mal en fait.
tout ce qui est répétition, tout pas ça. la répétition, parce que quand on est dans les répétitions, tu vois, déjà pour moi, il se passe quelque chose. D'accord. Mais c'est la longueur entre les projets qui. Bah ouais, mais il faut bien aussi prendre en compte que la personne qui, enfin le réal ou le cadreur ou autre chose, chacun a sa vie. Voilà, donc, c'est ça. Arriver à coordonner tout le monde au même endroit pour la même cause, c'est compliqué. C'est souvent difficile, mais c'est bah comme ouais. aujourd'hui. Je suis comme un gosse en fait. Bah oui. Et j'avais vraiment envie d'être là, tu vois. J'ai vraiment envie d'être là. J'ai vraiment envie de faire ce truc. Tu vois, et ça vient jamais assez vite en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? pressé de parce faire. parce que j'ai toujours un truc en tête, parce que voilà, j'arrive. C'est pas que j'arrive pas à me reposer, mais parce que je me repose, je prends du temps pour moi. Mais j'ai toujours besoin d'être stimulé par quelque chose. Stimulé par quelque chose en fait. Tu vois ? Ouais, je comprends. Je suis un peu pareil aussi. C'est ça. Et donc le cinéma, oui, ça m'apporte ça. Même si je suis un gros râleur, même si ça m'apporte ça, même si comme je t'ai dit des fois j'ai envie de dire stop, j'arrête, c'est trop long, ça me saoule. Mais tu vois là, on m'a envoyé un truc, un combini, faire un truc avec le lot de projets. Ouais. Donc on peut pas trop parler d'ailleurs. Voilà, donc on peut pas trop parler, mais enfin, tu vois, voilà. Et c'est vrai que je pense que Max, des fois, je lui fais mal à la tête. Ouais. Mais est-ce que du coup, ça te donne des objectifs, le fait d'avoir une nouvelle passion qui devient concrète soudainement ? Ah oui, ça me donne des objectifs. Ouais. Ah oui, ça me donne des objectifs. J'ai envie que ça avance, j'ai envie d'en faire plus. J'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de... Tu vois, après être connu, voilà, ça, en fait, en vrai, tu vois... Mais j'ai envie quand même que les projets avancent. J'ai envie que, même pour Max, en fait, tu vois. Bah ouais. C'est, voilà. Et je suis content, moi, finalement, quand on me dit il y a une répète ou on va bientôt commencer le tournage ou voilà, encore une fois, je suis comme un gamin, quoi. Ouais. Toi, parce que 47 piges, enfin là j'avais 46 ou 45, on m'apporte ça. On m'apporte ça et c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire. Ah, c'est cool. Et voilà, et quand même, avec le Panda, parce que c'était ce que j'ai fait avec lui la première fois, on est passé au Cinoche. Ouais, c'est déjà énorme. C'est pas mal. Ouais, il y a eu 3 prix, je crois, 2 prix aux États-Unis, un prix en Angleterre, ou 2 prix en Angleterre, un aux États-Unis, enfin bref. Voilà, mais putain, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, puis même l'expérience aussi que ça. Et qui en a découlé, le fait de rencontrer d'autres personnes aussi. C'est ça. C'est ça. Et voilà, donc ça me plaît beaucoup. Ouais. Ok. Ouais, ça me plaît beaucoup. Trop bien. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi aujourd'hui maintenant pour moi, alors, donc, et dans le futur proche? Dans le futur, voilà. Dans le futur. Aujourd'hui, c'est le boulot, voilà. Et dans le futur, je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me mettre à faire à fond du coaching en ligne, en fait. Okay. Voilà, parce que il y a une demande, il y a voilà, et puis c'est aussi aujourd'hui, je pense, être sur les réseaux, c'est quelque chose qui est important, mais il faut bien le faire. Ouais. Donc je vais prendre mon temps pour ça. Parce que voilà, c'est pas un truc que je maîtrise à fond, tu vois. Le fait de prendre son temps. Le fait de prendre mon temps et puis les réseaux. Tu vois, surtout prendre mon temps. Le truc, c'est que j'aimerais que ce soit fait depuis hier déjà. Mais voilà, mes limites, c'est aujourd'hui, je suis pas très très au fait avec les trucs Instagram, YouTube, machin. On peut m'expliquer, mais voilà. Ouais, c'est qu'il y a une vraie stratégie à adopter derrière qu'il faut assimiler, donc, prendre le temps de comprendre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais ça, je vais le faire. Je vais le faire et je veux le faire. Et puis d'abord, j'ai très très envie de le faire. Aujourd'hui, le problème d'Internet, même si j'ai dit que c'était très bien parce que ça avait démocratisé le fitness, c'est qu'il y a tout et rien, quoi. Ouais. Il y a à boire et à manger là-dedans. On va te dire tout et son contraire. Il y a des gars ou des nanas qui se prétendent coach ou athlètes et qui, malheureusement, ils viennent tout juste de sortir de l'école où ils ont fait 3 compètes et voilà. Ouais. Ça, moi, ça me pose un vrai problème finalement. Parce qu'aujourd'hui, comme voilà, c'est tout le monde est coach, tout le monde est athlète, tout le monde fait tout. Tout le monde sait tout. Ouais. Tout le monde ne sait pas tout. Il faut surtout que les gens remettent ça sur le... Enfin,
acceptent aussi le fait qu'ils sachent pas tout, parce qu'il y en a qui prétendent tout savoir, mais qui au final ne se remettent même pas en question à ce niveau-là. Non, c'est ça. Et puis ce qui me déplaît surtout, en fait, c'est que ça devient un business. Avant de s'adresser à la personne, c'est un business. Voilà. Et ça me déplaît vraiment. D'accord. Parce que la personne qui vient te voir pour un coaching, elle vient te voir parce qu'elle a une demande, un besoin, une envie. Tu vois. Et malheureusement, aujourd'hui, le coaching, c'est devenu un vrai putain de business. Parce qu'il y en a qui répondent pas à ces réelles demandes. Bah, ils répondent pas. Toi, ton objectif maintenant, du coup, c'est d'ouvrir ta structure et de répondre vraiment avec ton accompagnement à toi, personnalisé, aux demandes des personnes qui sont dans le besoin, quoi. C'est ça. Okay. Et ça, c'est vraiment un truc, j'ai du mal avec ça, en fait. Je pense qu'on peut pas se faire de la thune sur le dos des gens en les prenant pour des cons. Ouais. Les prendre pour des cons, c'est leur promettre monts et merveilles, c'est leur dire que en l'espace de 6 mois, ils vont avoir un physique de fou, c'est leur dire que de toute façon, ils peuvent manger un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent, voilà, comme je disais tout à l'heure, les nanas faire du cardio, des trucs, des machins. Non, c'est pas vrai. Ouais. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter ça. Est-ce qu'ils disent pas ça justement pour fidéliser les gens à venir à la salle plus souvent? Bien sûr, ils disent ça pour qu'il y ait une fidélisation. Et puis le problème, alors ça c'est pour ce qui est physique, mais le problème des réseaux, c'est que c'est complètement impersonnel en fait. Ouais. Bien souvent les mecs ils les voient jamais. Ils les voient jamais, ou alors une fois tous les 15 jours, voilà, par message. Alors ça, il n'y a rien de pire. Quand tu te fais coacher par quelqu'un, t'as pas juste envie que le mec ou la nana t'envoie un message, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, tu veux vraiment un minima, réel suivi, quoi. Mais c'est ça, un minima, c'est un visio une fois la semaine au moins, tu vois, avec dans la semaine des échanges. Enfin voilà. De la réelle communication, quoi. Voilà, c'est quelque ça. chose qui se perd. C'est paradoxal parce que tu vois, maintenant tout le monde est sur les réseaux. On a les outils, un milliard d'outils différents pour pouvoir communiquer. Et la communication se perd en fait. Et la communication se fait pas parce que en fait c'est ce qui est. J'ai vu une image qui était un panneau sur Insta, je sais plus, et c'est ce qui doit normalement censément nous rapprocher, mais c'est ce qui nous éloigne le plus. Donc tu vois, ça c'est con, c'est de la philosophie de comptoir, mais c'est paradoxal, mais c'est la réalité, toi, quoi. Mais c'est la réalité. Ouais. Moi-même des fois, il y a quelqu'un à côté de moi, je suis sur mon téléphone et quand je m'aperçois de ça, je dis oh merde. Tu vois, et je le pose. Ouais. Mais donc oui, je vais créer ça sur Internet, le coaching en ligne. Je vais pas dire le nom de comment je vais appeler mon truc parce que voilà. Mais c'est ce qui va arriver dans un futur plus ou moins proche. Oui. J'espère faire contenter des gens et répondre aux besoins des gens. Et du coup, le fait d'être présent en ligne, ça te permet aussi d'atteindre une clientèle plus éloignée, même pas forcément secteur. Une clientèle plus éloignée. S'ils peuvent bosser de chez eux, tu peux les accompagner à distance. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ferai pas comme certains avoir 50, 30, parce que pour moi ça c'est pas du boulot. Ouais. Tu vois. Ouais, tu préfères en avoir 10, mais vraiment te consacrer à fond dessus plutôt que d'en avoir 100 et de rien en avoir à foutre, quoi. Mais voilà, c'est pas la peine. Si les mecs, tu leur donnes le même programme, si tu leur donnes la même bouffe, si tu leur donnes. Voilà. Ouais, les métabolismes sont différents, tout ça. Il y a vraiment beaucoup plus à rechercher qu'une simple personne. Ben, c'est ça. Et moi, ça m'intéresse. Je veux pas faire l'usine, en fait. Ouais. Il faut, je pense qu'on a besoin de redevenir à des trucs à taille humaine. Ouais, basique. Tu vois, taille humaine, voilà, parce que ça, c'est vraiment une valeur qui se perd aujourd'hui. Ouais, parce que là, on est un peu dans l'industrialisation, en gros, du fitness, quoi. Oui, parce que tu fous 50 personnes dans un hangar et tout le monde pousse de la fonte et vas-y, quoi. Bah ouais, donc il y a ça que je mets en place. Et il y a aussi la Fédé. La WABA qui a été reprise par un ami, Jean-Louis, qui a repris la fédération WABA, qui a été créée alors par Serge Nubret. C'était en 75. Voilà, on remet ça en route. On a commencé l'année dernière. On remet ça en route aujourd'hui. Moi, je suis chargé des athlètes dans cette fédé. D'accord. Parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment ce côté de proximité avec les gens
et écouter leurs demandes, répondre, parce que moi j'ai été athlète, je sais ce que c'est, je sais de quoi on a besoin, je sais ce qui se passe dans la tête des gens à ce moment-là. Donc, du coup, tu sauras être réceptif et tu sauras répondre à leurs demandes aussi. Voilà. Et donc voilà, et d'ailleurs là, c'est en mai, le 13 mai, il y a le Grand Prix des Pyrénées, et ensuite il y a les championnats du monde, et en fin d'année, le National WABA. Voilà, c'est nous qui organisons ça, alors pas les championnats du monde, mais le reste. Et en 2024, il y a une grosse manifestation qui aura lieu, normalement c'est à Perpignan, et ce sera les championnats du monde, avec vraiment un gros truc, un bel événement. Donc du coup, ça fait du boulot pour la Fédé, quoi. Ça fait du boulot pour la Fédé, ça fait du boulot pour nous aussi. Bah ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye de redonner un truc à taille humaine en étant proche. Alors sur cette première année, il y a eu des erreurs de fait, il y a eu des couacs, il y a eu parce que c'est la remise en route, parce que moi j'ai jamais eu de responsabilité dans une fédé. Il y a des trucs que je ne savais pas. Il y a des trucs qu'il faut apprendre, quoi. Voilà, il y a des trucs qu'il faut apprendre. Alors faut aussi faire preuve d'indulgence au niveau des gens, des critiques et tout ça, parce que quand on fait jamais rien, c'est toujours plus facile. Ouais, c'est clair. Tu vois. Vaut mieux faire des erreurs et apprendre de ces erreurs, c'est ça. plutôt que de rien faire et de critiquer les autres qui font. Ouais. Et voilà. Et puis en plus de ça, Jean-Louis, c'est un vrai bon organisateur, parce qu'il organise le Grand Prix des Pyrénées depuis maintenant 11 ans. Donc il y a eu l'édition Covid qui n'a pas été faite. Ouais. Mais c'est quand même un mec qui a fait venir des noms, des gens de renom du bodybuilding international. Et puis qui œuvre pour le bien commun de cette discipline, quoi. Donc toi, ça te fait du boulot, du coup, entre ton taf, ton futur coaching en ligne, l'acting, plus la fédé. Ça fait pas mal, ouais. Ça fait pas mal, ouais. Ça va, tu t'arrives à te reposer ? Ouais, je me repose. Et je t'ai dit, je suis comme les requins, si je nage pas, je meurs. Ouais. Tu vois, t'as besoin de quelque chose qui t'anime. C'est quand c'est sans rien faire. Voilà, c'est ça, tu vois, moi je m'imagine pas, mettons, à 60 ans ou 63 ans à la retraite, en fait. D'accord. Tu vois, parce que je pense que on a des choses à faire encore, plein. Et je peux pas être chez moi. Tant que t'es là encore, il y a des choses à faire. Je peux pas être chez moi à attendre que les autres fassent les choses à ma place. Ouais. Tu vois. T'as besoin d'être acteur et pas observateur. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc du coup, c'est pour ça que j'aime tous ces trucs, j'aime avoir des projets, j'aime avoir. Puis il y a une part d'expérimentation là-dedans aussi. C'est de la curiosité aussi, ni plus ni moins. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est de la curiosité, c'est de l'apprentissage en fait finalement. Ouais. Moi j'apprends tous les jours. J'ai cette chance à 47 ans de pouvoir apprendre tous les jours et de pouvoir vivre de nouvelles expériences. C'est trop bien ça. Ça c'est un truc, je veux dire, ça n'a pas de prix. Bah ouais. Ça n'a pas de prix. Tu vois, Max, c'est un gamin. Il a 26 ou 27 ans, 27 je crois, il va m'engueuler. Mais je sais pas. Malgré tout, il m'apprend des trucs. Ouais. Tu vois, et voilà, et je veux dire, on s'en fout de l'âge, de la condition sociale. Chacun a des expériences différentes, on a tous à apprendre de l'un et de l'autre. Exactement. Je fais le parallèle avec Max, mais je pourrais faire le parallèle avec Marie, qui travaillait avec moi à la salle. Marie, qui a 63 ans, elle était avec moi à la salle, elle m'a soutenu jusqu'au bout, elle a jamais rien lâché, elle était là, tu vois, et c'est pareil, Marie, elle m'a appris des choses, elle m'a permis de prendre du recul sur certaines situations. Voilà, encore une fois, c'est des personnes avec qui on peut parler franchement. Tu vois. Ouais, et puis c'est important d'avoir ce genre de relation avec des personnes. Il n'y a pas de non-dit, en fait. Tu vois, alors oui, en réalité, j'ai des vrais amis. Mais pour avoir des vrais amis, il faut pouvoir se dire les choses les yeux dans les yeux, quoi. Ah, c'est clair. Voilà. Tu vois, et je pense à Damien, Emilio, c'est mon pote, Damien c'est mon pote, tu vois, c'est Max, tous, tu vois, même si on n'est pas d'accord, même si on s'est engueulé, c'est pas grave. Chacun son point de vue, il faut l'exprimer. Tu vois, c'est ça. Ouais. Et Marie, c'était pareil, on n'est pas toujours d'accord, mais Marie, c'est une amie et elle a 63 ans et putain, je la respecte parce qu'elle m'a appris elle aussi des choses. Je pense qu'on a tous à apprendre de l'un et de l'autre. Hein. Mais ouais. C'est propre à l'humain aussi.
peu importe les expériences, peu importe le métier, peu importe le parcours, C'est ça. on a tous à apprendre de l'un et de l'autre. C'est ça. Et voilà, donc d'ailleurs, Marie, elle va mettre en place un truc aussi. Elle va faire de la self-défense féminine. D'accord. Tu vois, parce qu'il y a un besoin. Ok. Et il y a une demande. Et voilà. Et c'est quelqu'un, tu vois, je disais, elle a des projets encore, même à son âge. Tu vois Bah ouais. Elle a des Parce qu'il projets, y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours fait du sport. Ok. Elle a toujours fait du sport depuis qu'elle est gamine. Elle a tout le temps été. Mais elle a 63 ans, mais elle fait des trucs que des mecs de 25 ans peuvent pas faire. Parce que elle a la niaque, quoi. Ouais. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au sport, à une bonne hygiène de vie. Ok, bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine cet épisode? Je voudrais simplement encourager tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont décidé de se prendre en main, qui ont envie de faire quelque chose pour eux, peu importe dans quel domaine que ce soit, c'est pas grave, mais allez au bout des choses, parce que de toute façon, personne n'ira pour vous. Et puis, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez plutôt que quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, même si on ne croit pas en vous, c'est pas grave, faites-le. Faites-le, allez jusqu'au bout, faites-le. Et au moins, vous serez heureux, et c'est la seule chose qui compte. C'est d'être heureux. Petite mention spéciale pour Hugo, mon pote, qui se lance dans les compétitions. Hugo, c'est un gars que je connais maintenant depuis une dizaine d'années. Qui est un passionné de bodybuilding, peut-être même plus que moi, je pouvais l'être à l'époque, jusqu'au boutisme. Donc voilà, normalement sa première compétition ce serait en septembre, je crois. Donc je lui fais tous mes encouragements. Okay. Et que ce soit quelque chose qu'il kiffe au maximum. Parce que c'est vraiment ça, peu importe que ce soit lui ou un autre. Le jour de la compétition, vous êtes là pour kiffer. Voilà. Il faut profiter. Quoi qu'il se passe, il faut profiter. Ok. Voilà. Merci. Je pense qu'on a tout dit. Merci à toi, Dim, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu passer un bon moment sur ce podcast. C'était super plaisant, je t'en remercie. N'hésitez pas à noter ce podcast sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte Instagram de Dim qui s'est affiché tout le long de la vidéo si jamais vous regardez ça sur YouTube. Pour celles et ceux qui nous écoutent sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, tout ça, y a les comptes Instagram aussi de moi et de Dim qui sont présents, donc allez checker tout ça. Merci infiniment à tout le monde. Rendez-vous au prochain épisode qui sera le dernier de la saison. Ciao tout le monde, à bientôt. Au revoir à tous.